Yorana, Tato, Aloha Kako, hello, bonjour tout le monde. I was asked to do my presentation in French, so I will try to speak as slowly as possible for the translators, which will be an impossible mission, I think, but I will try to do my best. So I'm switching to French. So merci. Je tiens d'abord à remercier l'Université de Hawaï, le CIRAP, la Maison des sciences de l'homme, professeur Éric Comte, qui fut mon premier directeur de recherche, et Guillaume, je les remercie d'avoir organisé ce colloque, de nous avoir invités. Je remercie également tous nos confrères qui sont là et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, puisque nous n'avons que 15 minutes, je vais être rapide. Donc, ce matin, que vais-je vous présenter? Je vais vous présenter deux sujets distincts en un temps record. La présentation d'origine portait uniquement sur les liens entre les toponymes et l'archéologie aux îles de la société, qui est le fruit d'un travail en collaboration avec Madame Eliane Tevahitua. Eliane est une experte en études toponymiques. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire sur le sujet, doctorat de l'Université de la Polynésie, et elle est représentante à l'Assemblée de la Polynésie française. Je présenterai donc cette partie en nos deux noms ce matin, car Madame Tevahitua est présentement en séance à l'Assemblée. Cet texte à étudier au service de la population. Donc, en premier lieu, j'évoquerai rapidement un sujet qui est venu se rajouter comme une nécessité, tant les enjeux sont importants sur le long terme, et puisque nous devons évoquer plus tard dans la journée les prochains développements de l'archéologie polynésienne. Il s'agit de la place que tiennent l'archéologie et l'histoire pré-contact dans les programmes scolaires, en particulier pour le second degré dans lequel j'enseigne principalement, et comment ces disciplines sont transmises. On parle de l'archéologie, du passé, de l'histoire. Il faut toujours garder présent à l'esprit qu'avant tout, on parle des gens. Donc, pour ce qui est des vivants, voilà. Comment aujourd'hui transmettons en fait tout ce dont nous parlons dans ce colloque aux enfants de ce pays qui seront les citoyens et les acteurs de demain. Donc pourquoi c'est venu se greffer? C'est aussi quelque part pour justifier l'autorisation spéciale que j'ai eue de venir pendant 3 jours pour assister à ce colloque. Et c'est important d'en parler. Ensuite, nous passons à une comparaison entre deux exemples des îles de la société où l'on croise des données archéologiques et toponymiques afin de voir quel éclairage cela peut nous apporter ou non et dans quelles limites. Il s'agit d'un ensemble de données récentes qui datent de 2021 et plus anciennes qui datent de 2015. Le premier concerne la partie sud-est de l'île de Raiatea où j'habite depuis bientôt 10 ans. Je précise que je ne suis pas de Raiatea, je suis de Treaty-Dum Orea plus exactement. Et donc, cet exemple, c'est Whareatei. Et ensuite, le second exemple est celui de la zone d'Apo'otata, qui est dans la commune de Papetoe, Yam Orea, qui est accessoirement le fief de ma famille et de ma maman, à qui je rends hommage, car elle a quitté ce monde récemment. Donc, entre la dernière conférence et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, Whareatei, qu'est-ce que c'est? C'est une zone au sud-est de Raiatea. C'est également une mission de prospection d'inventaire archéologique qui a été mandatée par la DCP en 2021 et que j'ai réalisée dans le cadre du projet UNESCO lié au site du Mare Taputapuatea. L'objectif principal était d'inventorier cette immense zone de 290 hectares qui constitue la fin de la zone tampon du site Taputapuatea. Je précise que l'autre extrémité de la zone tampon du site UNESCO est la vallée de Wharepa, donc de l'autre côté, qui a été prospectée par notre confrère, monsieur Paul Niva, ici présent, et lui-même originaire de Raiatea. Donc, l'exemple choisi à Moorea est celui du terrain qui a servi pour mon PhD, soutenu en 2015 à l'Université de Hawaï, donc UH Manoa, et dont le thème concerne les sites défensifs et les systèmes de subsistance aux îles de la société à l'époque pré-européenne. C'est dans ce cadre que j'ai commencé à développer un intérêt particulier pour l'usage des toponymes inclus dans les analyses archéologiques et que j'ai commencé à travailler en étroite collaboration, je sais que je parle vite, je fais de mon mieux, avec Eliane Tevahitua jusqu'à présent. Les résultats sont encourageants et incitent à approfondir cette approche de manière plus systématique. Avant de passer à la première partie, je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la DCP et le ministère de la Culture qui me renouvellent leur confiance depuis plusieurs années. C'est important de le souligner.
Alors, nous allons passer sans, je peux parler évidemment des missions réalisées sur le terrain ces dernières années. Voilà, c'est en collaboration, bien évidemment, avec les institutions du pays. Donc, je les remercie. Voilà. Alors, sans transition, nous passons à la première partie rapidement, qui est l'archéologie et la société ancienne dans les programmes scolaires. Je parle de l'archéologie polynésienne, bien évidemment. En Polynésie, il y a des programmes adaptés en histoire et en géographie qui comprennent des heures spécialement dédiées à l'enseignement de l'histoire et de la géographie locale, et ce, depuis plus d'une vingtaine d'années. Quelle est la place de l'archéologie et de la société ancienne dans les programmes scolaires locaux? Je prendrai rapidement l'exemple du second degré au niveau collège, c'est-à-dire les cycles 3 et 4, ainsi que le lycée, donc les classes allant de la 6e à la terminale. Je ne tiens pas compte ici des programmes de l'enseignement primaire qui ne me concernent pas directement, même si l'histoire ancienne y est abordée de manière succincte. Quels sont les grands thèmes de l'archéologie et de la société ancienne qui sont abordés en classe et à quel niveau? Le premier thème, et dont l'importance n'est pas des moindres, concerne l'origine des Polynésiens et le peuplement du Pacifique. Ce thème est abordé en 6e, donc à l'entrée du collège, et en fin de cycle 3, et il est abordé de nouveau à l'entrée du lycée en seconde, avec bien évidemment un niveau de complexité supérieur dans les contenus proposés. Le deuxième thème est celui de la société ancienne en général, c'est-à-dire les différents aspects de la vie quotidienne, donc l'habitat, la nourriture, le quotidien, la religion, etc. Thème qui nous concerne directement et avec le premier, donc le peuplement, et qui a été mentionné, excusez-moi, je commence à m'embrouiller. Donc, ces deux thèmes nous concernent directement et sont enseignés en classe de 5e et de seconde. Un troisième thème qui existe, c'est celui du contact qu'on trouve en 4e et en seconde, donc rencontre entre anciens Polynésiens et les Européens à la fin du XVIIIe siècle. Vous avez d'autres thèmes abordés au 19e et au 20e, donc en 3e et en terminale notamment. Pour ce qui est du XXe siècle, les deux guerres mondiales, l'implication des soldats tahitiens et le bataillon du Pacifique. Vous avez également la transformation de la société polynésienne au XIXe, la mise en place des EFO et de l'administration coloniale, qui sont étudiés de manière brève en classe de première, au milieu des guerres napoléoniennes et de la bataille de Waterloo. Alors, lorsqu'on regarde, c'est la réalité en plus, lorsqu'on regarde la manière dont le programme est présenté, par exemple en 6e pour le peuplement du Pacifique, le 6e c'est first grade dans le US System, Nouvelle-Zélande, je ne me souviens plus, pardon, vous ferez la translation. Donc, quand on regarde comment le programme est abordé en 6e peuplement du Pacifique, on voit que c'est un thème qui est mélangé à la notion de peuplement de la Terre dans un sens plus général, à côté des origines de l'humanité, des premières migrations, aussi bien dans la région que dans le monde et la révolution néolithique. Donc on aborde effectivement l'origine des Polynésiens et le peuplement de la région, mais dans un contexte global et inclusif. Lorsqu'on observe ensuite comment le même thème du peuplement du Pacifique est abordé au lycée en seconde, on voit que l'approche est différente avec une vision plus globale et la volonté de tenir compte de l'évolution de la recherche archéologique récente, aussi bien pour les différents itinéraires de peuplement que pour la présentation de la société ancienne, puisqu'il est mentionné la nécessité de préciser qu'il s'agissait d'une société dynamique dans son ensemble et non quelque chose de statique, comme cela a pu être présenté pendant de nombreuses années. Ces évolutions subtiles sont le fruit d'échanges avec l'inspection générale en charge de l'enseignement de l'histoire-géographie dans le pays et qui a le souci de tenir compte des évolutions de la recherche et de ses problématiques, ce qui est encourageant pour la suite. J'en profite pour remercier Madame Yvette Tomassini, qui est donc la doyenne des inspecteurs en Polynésie et qui, grâce à son intérêt pour ce sujet et l'ouverture d'esprit, permet justement de faire évoluer le contenu des programmes de l'histoire locale. C'est important. Donc, cet exemple évoqué rapidement permet de mettre en lumière plusieurs points essentiels. Premièrement, l'époque de nos ancêtres les Gaulois est révolue depuis longtemps, qu'on soit bien clair avec ça. Comme je l'ai précisé auparavant, l'histoire locale est enseignée dans les écoles depuis une vingtaine d'années déjà et est bien inscrite dans les programmes officiels avec une évolution suivant les différentes réformes et une révision récente des contenus pédagogiques. Donc, ça tient compte d'une mise à jour des connaissances de ces dernières années et une vision plus dynamique et plus contrastée de la société ancienne. C'est un point positif qu'il fallait absolument souligner, notamment à l'heure des réseaux sociaux où beaucoup de fausses idées circulent sur ce qui peut être enseigné ou non dans nos établissements scolaires. Il y a beaucoup de désinformation, c'est qu'il y a plein d'experts sur Facebook et sur Instagram, bien sûr. Cela concerne plus particulièrement la question du fait nucléaire que je n'aborderai absolument pas ici, car c'est hors de propos, on s'éloigne du sujet. Mais voilà le genre de sujet par rapport à ce qui peut être enseigné dans les écoles et qui provoque des
des polémiques sur les réseaux sociaux en toute méconnaissance, avec beaucoup de désinformation. C'est important de remettre les pendules à l'heure. Donc en 2022, quel bilan rapide peut-on faire de la façon dont l'archéologie polynésienne est transmise aux enfants du pays? Ce bilan est mitigé et appelle une mobilisation plus importante des ressources académiques et universitaires, notamment afin d'approfondir les champs suivants. Premièrement, la formation des enseignants a besoin d'être renforcée de manière beaucoup plus systématique. Ça fait 12 ans que je suis en classe, donc je sais de quoi je parle. Il y a besoin d'une formation qui est beaucoup plus systématique et beaucoup plus consistante, notamment à travers des ressources pédagogiques à destination des enseignants et plus étoffées que ce qui existe à l'heure actuelle en ciblant les niveaux d'enseignement concernés. C'est un partenariat renforcé aussi avec les institutions culturelle du pays qui est important. Cette histoire, elle est enseignée de manière en même temps que l'histoire nationale et globale. Donc, le but, c'est de produire des citoyens éclairés, donc c'est formidable. Mais il y a un ratio inégal entre le nombre d'heures consacrées à l'histoire polynésienne et le reste de l'histoire mondiale. Et il faudrait que cela soit absolument rééquilibré. C'est important. C'est un projet de société, en fait. Mais pour cela, il faudrait une implication, on va dire, un petit peu plus importante des pouvoirs publics. Ce sont des choix de société à faire. C'est important. Voilà, je vais passer sans transition à la partie sur la toponymie et l'archéologie aux îles de la Société. Donc, nous avons deux exemples qui sont Whareatei, Areatea et Otata am Orea. Whareatei, donc, c'est une zone qui, à l'origine, d'un point de vue archéologique, était totalement méconnue. Il fallait en faire l'inventaire. Quelles sont les informations qu'on avait sur Whareatei avant de démarrer? Donc là, vous voyez l'endroit où ça se trouve dans Raiatea. Ça a été découpé en 5 zones, c'est 290 hectares. Les informations ethno-historiques que l'on possédait, elles étaient quasiment inexistantes. Le nom de Whareatei, en fait, c'est trompeur, c'est juste une petite portion de l'endroit. C'est l'ancien district de Veia, qui est en fait l'ancien nom, et c'est un des 9 districts de l'ancienne Raiatea qui sont mentionnés un petit peu dans les écrits de Handy et Maury des années 20 et 30, enfin des années 30 plutôt. Vous avez ici, ça vient des archives du Bishop, un petit peu la mention du district de Veia. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'était un endroit en fait qui était une entité politique, on va dire avec une importance relative, et qui était un petit peu décrit comme un genre de garde-manger avec des produits du terroir, une particularité agricole, des types de taro qui étaient très recherchés, notamment par la famille royale d'Opoa pour l'organisation de grands banquets, etc. Et ça s'arrête à peu près ici. En gros, voilà ce que nous donnait comme information les informations ethno-historiques. D'un point de vue archéo, on avait cette liste que vous avez sous le nez, c'est-à-dire 3 fois rien, et il a fallu se débrouiller avec ça. Donc, quel est le bilan de cette mission? Rapidement, d'un point de vue archéologique, on se retrouve en fait, alors là je vous montre c'est vraiment une vision assez rapide. Vous avez en fait un ensemble de 32 sites qui est réparti. Alors, je suis désolée, il y a un problème avec les étiquettes. Et ça vous montre en fait un ensemble de sites, une trentaine de sites, répartis dans les 5 zones, qui est incroyablement petit par rapport à ce que l'on aurait pu attendre, vu l'immensité de cet endroit. La répartition, pour l'instant, en l'état actuel, ça montre un nombre important de structures horticoles et d'habitats, mais il y a une particularité avec cette zone, justement, de Whareatei, c'est qu'on a un caractère atypique. Peu de vestiges archéologiques. On a donc une prédominance des ensembles de type horticole, présence des marais en bord de mer, et en fait, vous avez une structure géologique extrêmement fragile et ingrate. Vous avez des fortes pentes, des zones très escarpées, et vous avez des surfaces qui sont souvent peu propices à l'installation humaine permanente. Et ça, c'est un peu la signature géologique de Raiatea, qui est compliquée, qui est assez fragile. Et surtout dans cette partie de l'île, vous avez également la rareté des grandes rivières et des zones d'éboulis. Donc, vous avez peu de ressources, on va dire, pour avoir d'importantes constructions. Et ce n'est pas un hasard si vous avez la majorité des sites qui sont concentrés dans la zone 3 en plein milieu. C'est là où vous avez la seule et unique grande rivière de l'endroit. Donc, que nous disent en fait les toponymes? Une fois qu'on a vu très rapidement, en fait, l'inventaire archéologique, ce que les toponymes, en fait, nous disent, très, très rapidement,
en fait, vous avez la première zone où vous avez une zone de refuge à 80 mètres d'altitude. La zone de Veiori et Maio, en fait, justement, quand on croise avec l'étude toponymique, ça vous dit qu'en fait, ça peut être interprété comme une zone de refuge ou une vallée où se cachent les fugitifs. Donc, c'est une signification en fait qui peut être mise en relation avec les structures que l'on a trouvées. Vous avez la zone de Maio qui est à cheval sur les zones 1 et 2, qui fait référence à l'île de Maio, qui est en fait la première île qui est située sur la trajectoire de Raiatea et Huahine en direction du sud. C'est une possible interprétation. Mais vous avez également, ça peut montrer des liens avec Huahine aussi. L'île de Huahine est en plein milieu justement de cette zone. Vous avez un endroit d'affleurement rocheux qui est assez particulier, qui se prénomme Mateirea, qui est l'ancien nom de Huahine. Un peu plus loin, dans cette zone numéro 2, vous avez Veitu'i Tu'umoe, qui peuvent être interprétés par l'idée d'une rivière où on entonne des chants funèbres, entre autres. Tu'umoe, ça peut aussi évoquer l'idée de dépouillement, de laisser derrière soi son passé, etc. Ce qui est un petit peu en lien avec la notion de zone ou de région de refuge où on accueille des fugitifs de l'île ou des environs, qui auraient renoncé à leur vie d'avant. Une dernière chose pour Whareatei qui est intéressante, vous avez un endroit en fait vers la fin qui s'appelle Tepuri Whareatei. C'est un endroit aujourd'hui où il n'y a plus rien, il y a de la boue, il y a de la végétation. Si vous regardez l'endroit, vous n'allez rien y voir d'intéressant. Quand on étudie le nom de la terre, en fait, on se rend compte que ça renvoie à la pratique du Ha'apori et où on engraissait les jeunes Ari dans la société ancienne. Et en fait, il y a un lien justement avec des écrits qui parlent en fait du règne de Tamatoa Ier, qui aurait créé justement la secte des Arioi. Et ça fait référence justement à cet endroit qui se trouve juste à proximité de la zone de Veitore. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose, si vous voulez, si vous n'avez pas, si vous vous contentez en fait des études de sites en surface, en fait, vous avez peu d'informations. Et quand on croise en fait avec les noms-terres, on a des informations qui sont beaucoup plus consistantes. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Alors, je suis désolée. Pour conclure, j'aurais pas le temps de... Ce que je voulais vous montrer par rapport au terrain de Moorea en 30 secondes, en fait, c'est que l'étude des toponymes de cette zone, en fait, zone défensive, et quand vous regardez en fait les noms de terre, ça renvoie à un caractère guerrier, agressif. Vous voyez qu'en fait, tous les noms de terre où vous avez ces structures défensives, en fait, sont en lien avec la notion de guerre et d'agression, en fait, qui va de pair, en fait, avec les traditions orales. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais souligner. Et le mot de conclusion, en fait, mis à part le manque de temps, c'est le fait que la place des traditions orales et des toponymes, en fait, elle a été largement sous-estimée. Ça ouvre en fait un champ de réflexion et d'éclairage de la fonction des sites archéologiques qui est absolument fascinante. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que les données archéologiques, que ça soit en surface ou de fouilles, ça apporte plein d'informations, c'est formidable, mais on ne peut pas faire l'économie de cette dimension des toponymes parce que c'est directement inscrit vraiment dans la culture ancestrale. Et ce qui est important aussi, c'est de souligner, que ça soit pour l'enseignement ou l'archéologie en général, l'importance des collaborations, c'est-à-dire de travailler ensemble, que ça soit transdisciplinaire, transpays, transculture, etc. Voilà, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps, mais c'est comme ça. Je vous remercie de votre attention.